Nous rejoint Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, je vous en prie, merci de nous rejoindre à votre tour. Voilà, j'ai fait le lapsus tout à l'heure Salut. en vous confondant. Petit mot sur l'héritage de Bernard Kouchner. On parlait de l'ingérence. Quand on dit devoir d'ingérence, droit d'ingérence, est-ce que là, maintenant, en Ukraine, on est à un moment où on est allé plus loin, selon vous, dans ce devoir? En tout cas, c'est parce qu'il y a eu Bernard Kouchner qu'il y a eu hier ce type de voyage, bien sûr. Ce sentiment de responsabilité, ce sentiment que l'humanité est une, que Charbonnier n'est pas maître chez soi, c'est en effet le mouvement qu'il a initié il y a quoi? Il y a 40 ans 30 Tout ans. ça, nous l'avons fait pendant 40 ans ensemble. 40 ans, même un peu plus. Un peu Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu plus vieux que lui. Je voudrais le faire remarquer, je ne sais pas si ça se voit. Ah. Bernard, sois le bienvenu. Est-ce que l'heure, cependant, n'est pas à la désillusion quand on voit, on pourrait rappeler toutes les photos où vous avez pétitionné et l'un et l'autre, vous avez été sur le perron de l'Élysée à convaincre des présidents de la République successifs de vous engager en Yougoslavie, sur d'autres théâtres de guerre, et en réalité, le plus grand pays de la Terre, qui aujourd'hui ramène la guerre jusqu'en Europe? Il n'y a pas de solution miracle. Le devoir d'ingérence, c'est pas une formule magique qui marche à tous les coups. Non. C'est comme tu l'as très bien dit, un mouvement constant, un effort continu. Ça marche parfois, et puis ça marche pas, et puis il faut continuer. Mais s'il n'y avait pas ce devoir d'ingérence reconnu comme tel par le droit international, il n'y aurait rien. C'est-à-dire que les Ukrainiens seraient abandonnés à la. Il y aurait à la bouchée. persistance de Bernard à essayer de l'affirmer. Mais c'est vrai que tout ça est assez décevant. Mais attendons un peu, nous sommes jeunes. Enfin, en tout cas. Bernard Kouchner, J'ai compris que je devais m'en aller. merci d'avoir été notre invité. Au revoir, Bernard. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Vladimir Poutine qui continue à marteler son point de vue. C'était le forum de Saint-Pétersbourg tout à l'heure. Vladimir Poutine qui disait l'Occident, non seulement la Russie ne va pas céder, mais, prétend-il, c'est l'Europe qui va payer les pots cassés. Écoutez-le. On se cache derrière des déclarations et on ferme les yeux sur les besoins des citoyens. C'est une perte de contact avec la réalité et cela va déclencher le populisme. Cela va apporter une dégradation sociale et va également provoquer le changement des élites. Si jamais cela prenait de l'ampleur, les élites actuelles n'auraient aucune chance de survie. Bernard-Henri Lévy, il y a là un plan. On voit bien que du côté des Russes, il y a une sorte d'affirmation d'un plan. Ils sont très attachés à ça, l'idée qu'ils ont imaginé une guerre où finalement c'est l'Occident qui perdra. Est-ce qu'il y a une apparence de danger selon vous? Plan, oui. Destruction de l'Ukraine, déstabilisation de l'Europe et holodomor mondial. C'est-à-dire prendre en otage tous les pays pauvres de la planète pour les réduire à la famine. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un danger que cela se réalise? Oui, bien sûr. Si Poutine n'est pas arrêté, s'il ne perd pas cette guerre, tout cela peut se passer. Il peut détruire l'Ukraine. Il l'a déjà détruit pour partie. Vous savez, quand on voit ce qui est devenu Mykolaïev, qui a encore été bombardé tout à l'heure, ce qui est devenu naturellement Mariupol, aujourd'hui Severodonetsk, l'Ukraine peut être détruite. L'Europe peut être en effet minée de l'intérieur par ces agents de Poutine qui tiennent pignon sur rue dans les démocraties européennes. Et quant à l'Afrique et certains pays d'Asie, ils crient déjà famine, oui, bien sûr. Vous ramenez un document très fort. Pourquoi l'Ukraine? De vos voyages en Ukraine, vous en rentrez précisément, on va en découvrir certaines images. Mais avant ça, si on reste encore à Poutine, au plan de cet homme, à cette volonté, vous dites Holodomor, c'est le rappel de la grande famine qui a frappé l'Ukraine dans les années 30. Est-ce que là, il y a selon vous un plan de déstabilisation économique? De quelle manière exactement? On voit l'inflation en ce moment. Il y a ce plan-là, et surtout ce que je montre dans ce film qui va être diffusé le 28 sur Arte, c'est que ce plan, il n'est pas d'hier. Ça fait 8 ans que ce plan est en cours et que les voies libres de Russie et les voies vigilantes d'Ukraine nous alertent. Poutine, il attendait l'occasion. Ça, c'est je crois, une des démonstrations qu'apporte mon film. Le plan était là. Il attendait la brèche. Et la brèche, c'est probablement venu avec la chute de Kaboul en août dernier. Quand il a vu que les Américains et les Européens laissaient faire et s'infligeaient cette défaite horrible,
il s'est dit, c'est le moment, j'y vais. Mais le plan était prêt. Lise Ramboudou était à votre place il y a un instant. Elle disait, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'elle couvre des guerres. Et là, il y avait quelque chose d'inédit pour elle. Vous aussi, vous avez été sur beaucoup de théâtres d'opération depuis des décennies. Qu'est-ce qui, cette fois, vous a paru différent? Ce qui m'a semblé différent, Boutcha, par exemple. Je suis allé à Boutcha quelques jours après la découverte des corps, à Borodianka, dans tous ces villages rasés, détruits jusqu'à leur dernière ruine. Ça, c'est assez nouveau, oui. Cette espèce d'urbicide généralisé, cette sauvagerie absolue des soldats de Poutine, cette absence. Il n'y a pas eu même l'ombre d'un... Parce que j'ai vu, bien sûr, dans ma vie, des désastres. En général, le pouvoir responsable donne une raison, s'excuse, s'explique. Là, ce cynisme poutinien a quelque chose de glaçant et d'assez nouveau. Et vraiment, on ne revient pas indemne, en tout cas moi, de Boutcha, par exemple. Est-ce qu'il faut admettre dans nos regards une dimension identitaire, c'est-à-dire ce sont des victimes plus proches de nous, objectivement, par la géographie, peut-être par l'histoire, et ça fonctionne différemment. Est-ce qu'il faut s'avouer cela? C'est possible, mais alors là, il faudra très vite, dès que ce cauchemar sera terminé, dès que la Russie sera vaincue, parce que je crois qu'elle le sera, il faudra lutter en soi contre ce sentiment, parce que c'est un sentiment abominable. Si vraiment notre cœur saigne pour l'Ukraine davantage que pour les chrétiens du Nigeria, c'est juste parce qu'ils sont européens, ça n'est pas un sentiment digne. Vous avez joué un rôle historique, on rappelait celui de Bernard Kouchner, mais 77, c'est la parution, je crois, de La barbarie à visage humain. Vous dites à quel point les deux totalitarismes, stalinisme et hitlérisme, sont à combattre philosophiquement, profondément. Cependant, là, est-ce que ce n'est pas une autre époque qui revient? Pas tellement à la Seconde Guerre mondiale, mais presque la première, le vrai nationalisme, être russe, être chinois, au-delà de toutes les idéologies, qui est plus fort que tout, en tout cas pour eux. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment plutôt, si ça ressemble à quelque chose, étant entendu que les situations ne s'en ressemblent jamais, c'est la Seconde Guerre mondiale, pas la première. Le Poutine est un fasciste nouvelle tendance. Son idéologie, son eurasisme, sa haine des démocraties, sa haine du libéralisme, sa phobie de l'homosexualité, la supériorité qu'il donne à la volonté sur la raison, tout ça, c'est des composantes du fascisme. Ça ne ressemble pas au nationalisme de 1914. Ça ressemble vraiment à cette idéologie qui a été vaincue militairement en 1945, mais qui n'a pas été vaincu idéologiquement. Est-ce qu'il y a un risque alors, comme il y a eu des guerres idéologiques où le communisme a gagné une grande partie des opinions ici, où le fascisme a gagné une grande partie des Français qui étaient soit fascistes, soit communistes, qui est une forme de séduction? On rappelait le sondage de la Repubblica tout à l'heure, une partie importante des Italiens, des Français qui disent « Ah, attention, les torts sont partagés ». Il y a cette idée horrible, en effet, que les torts sont partagés, se renvoient dos à dos des agresseurs et des agressés. Un, il y a deux, l'envie de se tirer, de ne plus être mêlé à cette histoire. Et puis il y a trois, une séduction idéologique. Nous avons en France des femmes et des hommes et des responsables politiques qui reconnaissent en l'illibéralisme de Poutine, en son culte de la violence, quelque chose d'eux-mêmes et quelque chose qui leur semble souhaitable. Bien sûr, il y a une séduction idéologique. Votre film, Bernard-Henri Lévy, vous revenez d'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? On va découvrir quelques images, vous réagirez. L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Потому что сильный человек добивается мирного урегулирования. Слабый человек идет на риск и идет в войну. Mais il n'y a pas de héros sans un peuple héroïque. Pas de Zelensky sans ces garçons passés maîtres dans l'art du cocktail Molotov.
Pas de Zelensky sans ces tissandières qui font avec des haillons des filets de camouflage pour les tanks. Pas de Zelensky sans ses enfants qui rient. And probably in a matter of days, yeah, we will die. Mostly all of us. Il n'y a pas deux options, il y en a une. Que Poutine recule, capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. Bernard Lévy, l'aider à gagner, qu'est-ce que ça peut être le pas de plus? La France va donner 6 canons César supplémentaires. C'est beaucoup à l'échelle de la France. On sait très bien que c'est très peu à l'échelle de l'Ukraine. Faire plus, ça veut dire continuer. Ça veut dire ne pas se lasser. Ça veut dire ne pas écouter les mauvaises sirènes du renoncement. Faire plus, ça veut dire continuer. Et j'en reviens. J'ai passé depuis les très peu de jours après la guerre avec mes camarades, Marc Roussel, Gilles Herzog et les autres. Nous avons passé notre temps en aller-retour avec l'Ukraine. Nous sommes rentrés avec cette conviction, les Ukrainiens gagneront. Parce que c'est un peuple héroïque, un peuple en armes. C'est les soldats de l'an 2 de la Révolution française. Parce qu'ils ont à leur tête un personnage ahurissant, qui est le président Zelensky. Mais simplement, ils ne peuvent pas gagner seuls. Face à cette machine de guerre, face à ces déluges de bombes, face à ces pluies de bombes au phosphore qui tombent sur leur ville, si on ne les aide pas à gagner, en effet, ça sera très difficile. Est-ce que c'est une guerre qui devient en grande partie américaine? On va voir un extrait tout à fait saisissant d'un échange que vous avez avec Zelensky au moment de son élection. Aujourd'hui, le président Zelensky, on le sent très tourné vers les États-Unis. Aujourd'hui, il a reçu Boris Johnson et il y a une alchimie qui, à bien des égards, est plus forte qu'avec les Européens, Français, Italiens, Allemands. Est-ce qu'il y a un risque ou une chance, de point de vue ukrainien, que, au fond, les Anglo-Saxons s'engagent et que ça devienne une guerre anglo-saxonne? Écoutez, je ne vois pas en quoi ce serait un risque. Tout ce qui est bon pour les Ukrainiens, tout ce qui permet d'arrêter cette guerre, tout ce qui permet de stopper la machine de guerre poutinienne est bon. Que les Anglo-Saxons soient plus engagés que les Européens continentaux, moi, ça ne me gêne pas en soi. D'autant que je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Je crois que cette alchimie dont vous parlez, il me semble, pour autant que je sache, et en effet, je connais Zelensky depuis avant son élection, ça existe aussi avec Macron. Je crois qu'entre le président français et le président ukrainien, je vous écoutais tout à l'heure commenter les images lorsqu'il lui parle au creux de l'oreille. Il y a aussi cette sympathie. Je vous rappelle que le président français a été le premier, au lendemain de son élection, en 2019, à le recevoir. Et pour autant que je sache, le courant de sympathie est passé immédiatement entre ces deux jeunes hommes modernes et assez fraternels. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre eux? Vous avez suivi les hauts, les bas, les moments où la France a essayé de faire un lien plus fort avec Poutine, ça n'a pas donné pour l'instant grand-chose. Où est-ce qu'on en est dans cette relation avec ces hauts et ces bas? La relation avec Zelensky? Oui. Écoutez, je ne sais pas, mais mon sentiment, c'est qu'elle est bonne. Et j'ai la conviction que dans ces fameuses conversations avec Poutine et Macron, rien n'a été dit par le président français qui n'ait été concerté avec le président Zelensky. Je crois que moi, je ne suis pas le porte-parole de personne, mais je sais que avant chacune de ces conversations et après, le vrai lien, il était avec l'Ukraine. Voilà, ça, je suis convaincu de cela. Après, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien à négocier aujourd'hui avec Poutine. Rien. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas à lui sauver la face. Je crois que tout cela est vain et contre-productif. Ça, c'est mon point de vue. Là-dessus, je peux ne pas être d'accord, en effet, avec la politique française dans certains cas. Il n'y a rien à négocier pour le moment. Tant qu'il noiera les villes d'Ukraine sous les déluges de bombes, tant qu'il bombardera les maternités, tant que ses soldats seront autorisés à violer, à pratiquer le viol de masse, il n'y a rien à négocier. Est-ce qu'il faut aboyer plus fort? On a beaucoup dit que dans le cas de l'adhésion demandée de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne notamment, Vladimir Poutine menaçait beaucoup avant, et une fois que ça a l'air de se faire,
il en prend acte. Mais bien sûr, il y a eu un seul langage que comprennent les hommes comme Poutine. Alors ils mettent parfois du temps à le comprendre, bien sûr. C'est le langage de la force. C'est pas le langage de la faiblesse, c'est pas le langage de l'accommodement. Et d'ailleurs, c'est ça qui était formidable hier dans ce voyage des 4 chefs d'État ou de gouvernement. Ce qui était magnifique, c'est que c'était un anti-Munich, Munich 1938. Hein, on fait le voyage pour dire allez-y, servez-vous. Là, on fait le voyage pour dire souveraineté de l'Ukraine. C'était magnifique. Et je me permets de vous signaler que dans les extraits, en tout cas que je viens de voir, du discours de Poutine à Saint-Pétersbourg, je ne le trouvais pas si agressif que cela. Je trouve qu'il en avait un peu rabattu, parce qu'il entend le langage de la force, quelle qu'elle soit, la force. La plus belle des forces, c'est pas la force militaire, c'est la force morale, c'est la force politique, c'est la force de la solidarité vécue. Il a senti ça hier. Parlons précisément de ce qui est force ou faiblesse. C'est un échange tout à fait frappant, je le disais, entre vous et le président Zelensky. Vous êtes dans un restaurant à Kiev juste après l'élection, et puis vous découvrez. Vous découvrez, c'est la première fois que vous vous rencontriez. Oui. Et vous parlez de Poutine, précisément, du caractère de Poutine, et tout dans cette séquence est extrêmement intéressant. And you think you will be strong enough to confront the other Vladimir? Ну, в разговоре. The little Vladimir? Putin? So you gave answer, he's little. I think I think I will. Yes, I think also. Да, потому что сильный человек добивается мирного урегулирования. Слабый человек идет на риск и идет войной. Alors, c'est très frappant de voir ce qu'il dit de Poutine à l'époque. Il dit c'est une forme de faiblesse qu'il a. Oui. Il dit deux choses qui sont incroyablement prémonitoires, en effet. Un, c'est qu'il est faible, et deux, qu'il saura l'affronter. Voilà. Cet homme, ce comédien que tout le monde prenait pour un populiste, voire pour un clown, je lui pose en effet la question que tout le monde se pose à l'époque, mais qu'est-ce qui se passera quand vous aurez, si vous gagnez, et je savais qu'il gagnerait, enfin j'imaginais, quand vous aurez votre premier rendez-vous avec Poutine, est-ce que vous saurez faire? Et il me dit tranquillement oui. Et à l'époque, c'est vrai que je me disais, il est peut-être un peu présomptueux, etc. Encore que j'avais senti qu'il y avait quelque chose de magnifique chez cet homme. Aujourd'hui, on voit qu'il avait raison. Il tient tête. Est-ce que l'entrée en guerre de la Russie est une forme de faiblesse? Beaucoup d'empires se battent avec d'autres armes, l'arme économique. On pensait que la Russie allait se battre avec ses armes à elle, qui sont l'économie, la matière première. Ils ont des réserves de pétrole et de gaz inouïes. Et là, ils ont recours à la force brute, ancienne, 14 ou 40 ou 39, Oui. comme vous voudrez. L'idéologie, c'est les années 30, et le type de guerre, c'est 1914, bien sûr. Tout ça est d'un archaïsme monstrueux, d'un archaïsme sauvage, mais d'un archaïsme quand même. Et ça n'est pas une preuve de faiblesse. L'impérialisme intelligent aujourd'hui qu'il faut combattre, c'est l'impérialisme chinois, à travers les routes de la soie. Même Erdogan est plus fin que Poutine, avec la manière qu'il a d'essayer de ressusciter son ancien empire ottoman. Poutine est juste une brute, un mauvais joueur d'échecs. Et quand on ne joue que la carte de la force, Darius Rochebin, il se passe une chose. Quand on joue la carte de la force pure, en général, on perd. Quand on a en face de soi, et ça, c'est une des grandes leçons pour moi de ces 3 derniers mois et de ces allers-retours en Ukraine. Quand on a en face de soi des femmes et des hommes qui savent pourquoi ils se battent, qui ont l'impression de porter des vraies valeurs, bah pardon, mais l'avantage, il va au second. Est-ce que vous avez retrouvé chez les Ukrainiens une fibre combattante? Dieu sait si, jusque dans l'anecdote, moi je me rappelle très bien quand on s'est passé de mode maintenant, on diffusait toujours les images où vous faites entarter. Et je me rappelle à l'époque, Bernard-Henri Lévy, c'est pas l'intellectuel, moi je ferai entarter, vous lancez le point tout de suite, hein, vous avez envie d'en découdre. Et ça en dit beaucoup de vous. Vous avez toujours eu une conception de la force où vous dites oui, quand on est dans son droit, il faut se battre. Oui. Bah oui, moi c'est dérisoire ces épisodes-là. Là, c'est tragique, mais c'est vrai que une des choses qui me bouleverse, ce qui me bouleverse d'abord, c'est les massacres, les dévastations et les horreurs. Mais je suis aussi bouleversé par la vaillance de ces femmes et de ces hommes.
Est-ce que l'Europe, là, redécouvre qu'elle doit davantage s'armer et se réarmer? Le président de la République l'a rappelé au salon, quand il était question de l'armement il y a quelques jours, on s'est désarmé. L'Europe, elle découvre d'abord que ses propres valeurs, les grandes valeurs européennes, elles sont là. Et quelqu'un comme Zelensky, ça je crois que je le dis aussi dans le film, quelqu'un comme Zelensky, il incarne les valeurs, je ne sais pas, de la chevalerie européenne telle qu'elle nous a nourris, nous tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qui se passe en Ukraine doit être une leçon pour tout le monde. Je lisais tout à l'heure que ce matin, l'espace, les eaux territoriales danoises ont été violées à 2 reprises par des navires russes. La menace est là. Si on n'arrête pas Poutine en Ukraine, le projet eurasien ira plus loin et continuera. Alors, est-ce que ce sera les pays baltes, la Pologne? Je ne sais pas. Donc, bien sûr qu'il faut s'armer. Bien sûr qu'il faut faire l'Europe de la défense. Bien sûr qu'il faut arrêter avec le pacifisme naïf et niais de ceux qui, comme nous tous, pensaient qu'on était entré dans une espèce d'âge kantien de paix perpétuelle, une sorte de dimanche de l'histoire, comme disait pour le coup un philosophe hegelien. C'est fini ça. En effet, il faut, pour faire la paix, pour garantir la paix dans notre vieux continent, malheureusement, il faut s'armer, oui. On reparlait tout à l'heure de la mémoire du général de Gaulle. Le 17 juin, quand il part pour Londres, il met la France à la table des vainqueurs. Et puis ensuite, l'arme atomique. On voit à quel point aujourd'hui, le fait que la France soit une puissance atomique change absolument tout. Bien sûr. Alors, il y a l'autorité morale d'un pays qui change tout de même tout. Un pays qui a derrière lui un peu de la philosophie des Lumières, la Révolution française et quelques autres épisodes, ça donne aussi un sacré nerf à un peuple, le peuple français. Mais oui, l'arme atomique. Hier, qui était à Kiev? C'était Emmanuel Macron, un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président en exercice du Conseil des ministres de l'Europe et, en effet, un pays qui est détenteur de l'arme atomique, oui, et qui ne peut pas s'en laisser compter et se laisser balader par un voyou kleptocrate et mauvais joueur d'échecs comme Vladimir Poutine. Écoutez précisément ce que dit Emmanuel Macron hier sur cet aspect historique. On ne parle pas simplement à l'échelle des mois ou des années, mais à l'échelle des décennies. Les propos que vous avez rapportés ont parfois été déformés ou décontextualisés, mais nous sommes côte à côte aujourd'hui avec le chancelier Scholz. Il y a 100 ans, on se faisait la guerre. Des alliés ont aidé la France à gagner. La France a fait une faute historique. Elle a perdu la paix parce qu'elle a voulu humilier l'Allemagne. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir, pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou une Ukrainienne, il ne faut pas humilier la Russie? La Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ça n'est pas le moment, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres ont fait par le passé. Ça, nous devons aussi être capables de le dire, parce que j'entends dans le discours international d'autres qui ont des propos jusqu'au boutistes et escalatoires à l'égard de la Russie. Ils ne servent pas la cause de l'Ukraine en faisant cela. Comment est-ce que vous entendez ces propos? 2 aspects. Peut-être d'abord le dernier, quand il dit « attention aux jusqu'au boutistes, attention aux va-t-en-guerre ». Je ne sais pas à quoi le président fait allusion, là, à qui. Pour l'instant, il y a un peuple qui lutte pour sa survie, qui lutte pour ne pas être rayé de la carte et qui lutte pour sauver ses enfants. C'est l'Ukraine. Et il faut l'aider à mener cette bataille. Voilà. Je vois pas d'autre jusqu'au boutisme que celui de ces femmes et de ces hommes qui veulent aller jusqu'au bout de la vie et jusqu'au bout de foutre dehors les Russes de leur pays. Voilà. Après, je trouve cette mise au point extrêmement salutaire, en effet. Que la question de l'humiliation, c'est pour demain et pas pour aujourd'hui, il a bien fait de le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peuple humilié, c'est l'Ukraine. Il y a un peuple martyrisé, c'est l'Ukraine. Et il y a un peuple qui est un chef d'État et un peuple. Parce que je sache, Poutine ne bénéficie toujours, c'est en tout cas ce qui nous est dit, ce qui nous est rapporté, d'un soutien de sa population. Donc un peuple qui commet des crimes
sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est la Russie. Écoutez la réponse de Volodymyr Zelensky aux propos d'Emmanuel Macron. Nous avons toujours eu un dialogue ouvert et une relation transparente et franche avec le président Macron. Nous avons évoqué la question, nous avons laissé cela derrière nous et tourné la page. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il y a une forme de réconciliation? Je vous ai dit, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu brouille, encore une fois. Je suis convaincu que depuis 3 mois, la France a été du côté de l'Ukraine. Voilà, ça c'est clair. On est probablement le pays européen qui a dû livrer le plus d'armes de longue portée et d'armes lourdes, me semble-t-il. Il faudrait poser la question à Didier François, qui sait ça mieux que personne, sur votre plateau. Mais non, il n'y a pas eu de brouille. Il y a eu un malentendu sur cette histoire d'humilier la Russie. En effet, aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. Ce sera peut-être un jour la question, on verra bien. Le peuple russe, bien sûr qu'il ne faut pas humilier un peuple, et même s'il est vaincu. Mais aujourd'hui, il y a une complicité criminelle dans les actes criminels de Poutine, vis-à-vis desquels il faut être, me semble-t-il, impitoyable. Réagissez, Bernard Ruby, à ce que dit la Russie ce soir. Après la visite d'Emmanuel Macron à Kiev, il y a, on l'a entendu, ce que dit Vladimir Poutine sur nous, de toute façon, ce n'est pas notre problème, l'inflation va miner peu à peu l'Occident. Et il y a ces propos très violents de Dimitri Medvedev, c'est l'ancien président de la Russie. Il joue un rôle très important dans le dispositif du pouvoir aujourd'hui en Russie. Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses, de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev avec une utilité nulle. Oui. Écoutez, que voulez-vous dire à cela? Pour l'instant, ce que je sais, moi, parce que j'ai passé du temps, parce que j'ai enquêté, j'ai interrogé les militaires ukrainiens, c'est que les Russes ont perdu une grande partie de leurs munitions, qu'ils vont commencer à être démunis de leurs missiles longue portée, c'est que leurs soldats ne veulent pas se battre, c'est que c'est facile en effet de noyer Severodonetsk sur une pluie de bombes, mais après quand l'infanterie avance et qu'elle rencontre les Ukrainiens, elle se carapate. Voilà ce que je sais. Alors on peut faire le malin en parlant des amateurs de spaghettis. La réalité du terrain, c'est celle que je vous dis. C'est une Russie qui fatigue et c'est une Ukraine de plus en plus vaillante. Puis au fond, malgré les épreuves, malgré les morts, malgré l'horreur, l'Ukraine ne cède pas un pouce de terrain moral. Est-ce que vous voyez un risque d'un nouvel axe avec la Chine? Les déclarations de la Chine ces derniers jours sont plutôt inquiétantes du point de vue de l'Ouest. On a beaucoup dit la Chine est ambiguë, elle attend son heure, bien sûr, mais enfin, si elle doit choisir son camp, c'est plutôt le camp de la Russie pour l'instant. L'ordre du monde dans lequel nous sommes entrés depuis quelques années, c'est en effet, d'un côté, les démocraties occidentales, les États-Unis, la France, le reste de l'Europe, et de l'autre côté, un axe. Ça, c'est vrai. Iran, Turquie, islamisme radical, Russie et Chine. Ça, c'est certain. Il y a un axe là, un axe illibéral, un axe néo-totalitaire, un axe de puissances qui sont animés par une haine absolue de l'Occident et de ses valeurs. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Alors, la Chine va le faire à sa manière, mais elle a probablement aussi l'arrière-pensée que le jour venu, elle avalera ou elle se chargera elle-même des richesses de la Russie. Mais elle est dans le camp russe. Ça, il faut l'assumer. Malheureusement, c'est triste, mais il faut l'admettre. Les gens comme Fukuyama, qui pensaient il y a 30 ans que le modèle libéral l'avait emporté et qu'il ne restait plus que les provinces de l'Empire pour tarder à s'aligner, hélas, ils se sont trompés. Il y a un affrontement. Ce n'est pas nous, les démocrates, qui l'avons voulu. Ce sont eux qui le veulent. Il y a des puissances revanchistes qui rêvent de reconstituer leur empire, qui sont au sens propre des puissances impérialistes. Et parmi elles, vous avez celles que je viens de citer, notamment la Russie et la Chine. Est-ce que les Américains sont prêts à cette guerre? Vous allez souvent aux États-Unis, vous avez beaucoup rencontré de représentants américains, notamment dans la majorité actuelle, dans celle de Biden. Est-ce qu'ils sont prêts à la guerre? Est-ce qu'ils estiment qu'on entre dans une guerre mondiale avec les Chinois et les Russes? Dans ces moments-là, dans ces moments où la grande histoire est là, où des moments... il se passe... les choses vont très vite. Et il y a une chose qui me frappe. Les premiers mots du président Biden au début de l'invasion de l'Ukraine,
D'abord, c'était pour avertir mais ne rien faire, rappelez-vous. Ensuite, c'était pour dire que des incursions ne seraient pas des invasions. Et ça a été pour proposer une exfiltration, rappelez-vous, il y a 3 mois et demi, exfiltration à Zelensky. Et puis là-dessus, il a trouvé face à lui, et l'opinion américaine tout entière a trouvé face à lui ce personnage incroyable qui a arpenté les rues de Kiev en disant à Biden, « Président, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions. » Bien. Ce jour-là, quelque chose a basculé. Ouais. Voilà. Dans votre film, vous dites c'est du Plutarque. Hein, c'est les grands hommes de l'Antiquité. Vous l'élevez là, vous dites cette fameuse réplique, pas de munitions, pas de taxi, mais des munitions. Oui. C'est du Plutarque, oui, et je pense que ça a changé le visage de cette guerre. Honnêtement, quand Biden propose l'exfiltration, ça veut dire qu'il est résigné à ce que l'Ukraine revienne dans le giron d'une nouvelle Union soviétique. Cette phrase-là, elle marque un tournant. Et quelques semaines plus tard, il vient en Pologne, il dénonce Poutine comme un boucher, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire, pardon, que selon vous, la personne là, on a beaucoup débattu si dans les grands événements historiques sont les courants qui dominent ou vraiment des personnalités. je crois que c'est les la deux. personne de Zelensky change le cours. Oui, je pense qu'il y a ces moments-là de l'histoire, ces moments de grande bascule, tous les historiens qui ont un peu réfléchi à ça le savent, où une personne peut être l'agent qui change une situation historique. Et je crois vraiment que l'Ukraine sans Zelensky, ce serait peut-être... alors il y aurait, comme on l'annonçait d'ailleurs sur vos plateaux, il y aurait une guérilla, il y aurait une résistance plus ou moins. Mais ce pays debout, ce pays en armes, ces services de renseignement qui fonctionnent comme des minuteries, impeccablement... et cette façon de faire le tour de la planète pour demander du soutien, on n'aurait pas ça. Oui, Zelensky. Il y a des côtés comédiantes chez Zelensky. On le voit dans votre film, assez méfiant, hein, parce que vous le découvrez, vous essayez de lui dire, vous allez vous réconcilier avec Poroshenko, vous allez venir en France, etc. Lui, on le sent, il sait un peu où est-ce qu'il veut m'entraîner. Il y a de la corruption très forte dans son régime, ou il y en avait en tout cas. On sait très bien que ça a donné lieu à des relations de presse. Mais quand on dit, malgré tout ça, Churchill égale Zelensky. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que vous pensez ça? Non, bien sûr que non. Je pense qu'on ne va pas trop loin et qu'il y a, encore une fois, des circonstances où les hommes deviennent plus grands qu'eux-mêmes. Voilà. Où ils se hissent à une espèce de grandeur inattendue. J'ai eu cette conversation avec un autre des défenseurs de l'Ukraine et avec un des musiciens de mon film, Sting, qui a fait pour ce film une musique magnifique, un Dies Irae bouleversant. Est-ce que Zelensky était fait ou non pour être un héros? Est-ce qu'il était destiné à ça? Est-ce qu'il était programmé? Est-ce qu'il a fait des écoles militaires? Est-ce qu'il a... Ben non. Et c'est ça qu'il y a de magique et de stupéfiant et de très beau dans son histoire. C'est qu'il a rejoint son propre destin sans y être en rien préparé. Et quand cela se passe, quand un homme se trouve ou une femme dans cette situation-là, bien sûr que les courants, tout ça, ça compte moins et que l'histoire bascule. Alors, si les personnalités font l'histoire dans l'autre camp, est-ce que chez Vladimir Poutine, il y a selon vous une dimension vraiment personnelle? On a bien compris, Lise Romboudou le disait tout à l'heure, il y a une grande partie des Russes qui, finalement, n'est pas mécontente encore, malgré tout, malgré l'évolution des choses du régime, mais malgré tout, la personnalité de Poutine change des choses. En quoi, selon vous? Je ne sais pas. Moi, je suis interdit de séjour en Russie et ma tête a été mise à prix par on montre ça dans le film, des soi-disant groupes de patriotes russes. Donc, j'ai pas d'informations de première main. Il y a plusieurs mises à prix de la tête de Bernard-Henri Lévy. Ça a été en territoire ukrainien. Par qui? Par un soi-disant groupe de patriotes russes, dont je pense, moi, qu'ils sont des ennemis de la Russie, qu'ils déshonorent la Russie et qu'ils humilient la Russie. Quel était le prix qu'on mettait sur votre tête? Pas cher. Surtout avec les sanctions et la dévaluation du rouble, honnêtement, ma tête valait pas cher. Donc, comment vous l'avez, pardon, parenthèse, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive, même si c'est pas cher, ça arrive pas à tout le monde d'avoir sa tête mise à prix. Comment je l'ai pris? Honnêtement, sans émotion particulière, réellement. Sans émotion particulière, et je vous en parle d'ailleurs sans émotion particulière non plus. Mais
la personnalité de Poutine, évidemment, qu'elle change tout. Cette espèce de personnage, d'agent secret raté, nostalgique du soviétisme, slavophile, un peu mystique, drogué aux amphétamines d'Alexandre Douguine, son idéologue antisémite et eurasien. Tout ça, ça fait une espèce de potage, une espèce de potée qui est l'idéologie poutinienne et qui, bien sûr, pèse lourd. Alors, quel est le soutien? Encore une fois, j'en sais rien. Moi, ce qui me frappe quand je vois les têtes des gens devant lesquels ils s'adressent, là, comme tout à l'heure, c'est assez intéressant. On ne sent pas non plus une ferveur chez les gens qui l'écoutent. On sent d'abord qu'ils se barbent, et puis, je ne sais pas, il y a peut-être un peu de scepticisme, il y a peut-être dans certains regards la question où est-ce qu'il nous amène. On verra. Vous savez, moi, je me souviendrai toujours, 1987, 88, encore 89, tout le monde disait les dissidents russes ne pèsent rien, c'est peut-être l'honneur de la Russie, mais c'est marginal. 6 mois après, ils faisaient tomber le mur de Berlin. Bernard Lévy, vous citez beaucoup les auteurs antiques dans votre film. Il y a Plutarque, il y en a d'autres. Il y a un auteur qu'on cite toujours, c'est Thucydide, le dialogue des Méliens. Ce sont les Athéniens qui, à l'époque, c'est le peuple le plus sophistiqué, le plus éduqué, etc. Et au fond, avec une brutalité complète, ce peuple si éduqué dit le plus fort, le droit du plus fort, c'est nous, donc on l'applique. Et ils sont très barbares. Avec la cité qui s'appelle Mélos. Est-ce qu'on en est resté là, au fond, dans l'histoire? Est-ce que c'est toujours la loi du plus fort entre les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens? Je trouve que c'est l'honneur des démocraties de ne pas fonctionner comme ça. Et c'est vrai, des démocraties relativement à l'abri, comme les démocraties continentales, mais c'est vrai des Ukrainiens. Moi, encore une fois, je les ai accompagnés sur certains fronts. J'ai vu comment ils opèrent. Leur modèle, souvent, les officiers de base, c'est l'armée israélienne. Économie des vies, éviter au maximum ce qu'on appelle horriblement les dégâts collatéraux sur les populations civiles. Une espèce de sagesse de la guerre, chose oxymore horrible, mais quand même. Eux, ils ne sont pas ramenés à cette sauvagerie éternelle. En effet, des cités antiques qui décident l'extermination. Je ne crois pas. Ils font la guerre sans l'aimer, comme je l'ai dit souvent, et avec cette espèce de mesure qui fait la noblesse des démocraties. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Votre film, donc, Pourquoi l'Ukraine? Merci à vous. On revient dans quelques minutes